On y va, Bassar Bechalav numéro 14. Alors premièrement par rapport au dernier cours, donc on avait une intervention de notre ami Sam Layani, c'est ça? Ouais, non. J'ai du mal avec les noms. Ouais, Sam Layani, qui nous a posé la question, je comprends pas à quoi ça sert qu'est-ce que ça change que tu cuises le lait, ta marmite de lait sur une plaque, que tu dédies une plaque lait et une plaque viande, si les deux sont à côté, dans tous les cas, ça éclabousse d'une plaque à l'autre. C'est-à-dire que si on considère que dans tous les cas, en général, tu vas cuire, tu vas t'assurer que la casserole elle est sèche en dessous et que la plaque elle soit sèche pour ne pas qu'il y ait de mélange. Alors dans tous les cas, si tu as une plaque l'une à côté de l'autre, elle va gicler quand tu vas cuire de la viande, même si c'est pas au même moment, et elle va gicler quand tu vas la cuire avec du lait. Tu t'es fait planter par ton frère hier? Non, je pas ce soir avec Ah ouais, ah Khazak. Moi je pensais que tu venais juste pour l'emmener à chaque fois, mais en fait, tu viens les chemins. En tout cas, il y a du Toren quand même en les massés. Ouais, Khazak. Donc, ouais. Donc en fait, donc ça m'a demandé, voilà, dans tous les cas, il y a un splash. Alors effectivement, la meilleure solution en vrai, quand on peut pas avoir des plaques totalement différentes, c'est-à-dire où il y a une séparation, où on peut être sûr que ça va pas gicler d'une l'une à l'autre, c'est en fait de couvrir la plaque qui n'est pas utilisée. Et donc même si ça va éclabousser, on sera tranquille. Et donc dans ce cas-là, on va oui comprendre pourquoi c'est mieux de ne pas utiliser la même plaque. C'est-à-dire que en fait, le fait de ne pas utiliser les mêmes plaques, ça va vraiment être avec de hein? l'aluminium quoi. Ouais. Couvrir les deux marmites. Non, ça veut dire que alors déjà dans tous les cas, si tu veux utiliser la même plaque, alors il y a plein de rabbinim qui permettent de couvrir la plaque par un aluminium sur les plaques, les anciennes plaques, les plaques vitrocéramiques, je pense pas que ça se fait, ça c'est bon, mais sur les anciennes plaques, je pense pas que ça marche là. Mais sur les anciennes plaques, il y a plein de rabbinim qui vont te dire utilise même la même plaque et tu la recouvres. Une parenthèse, chez Chabad, on fait pas ça chez Chabad, on utilise au moins une plaque différente. Et en fait, la meilleure solution, quand on peut pas avoir des plaques dans deux cuisines différentes, eh bien, on les mettra, on recouvrera la plaque qui n'est pas utilisée au moment où on cuit le lait ou au moment où on cuit la viande, et on cuira jamais, dans tous les cas, selon tout le monde, du lait et de la viande l'un à côté de l'autre, parce qu'il y a une grande possibilité que ça gicle, ou qu'on ouvre le couvercle de celle-là et que ça gicle de l'autre côté, etc. À part Ok. si c'est fermé l'autre. Hein? Même si elle est fermée, on s'habitue en fait de ne pas cuire en même temps du lait et de la viande sur des plaques à côté, parce que si un jour tu vas ouvrir le couvercle, celle-là elle va gicler dans celle-là, ça va faire des problèmes. Ça c'était par rapport aux questions 3 et 4 du support numéro 13. Le numéro 15, je ne l'ai pas vérifié, je pense que dans tous les cas il faudrait être marmire. Le numéro 15 c'était est-ce qu'on peut essuyer une casserole de lait chaude avec un torchon de viande propre. Je sais pas, je l'ai entouré parce que je pense que quelqu'un avait posé une question dessus. Mais dans tous les cas, on évitera un maximum d'essuyer avec un torchon qu'on utilise avec le lait. En fait, les torchons de lait et les torchons de viande, en général, ils ont des résidus. Si tu l'utilises pour... laver dans une machine à... Non, alors laver à la machine, il n'y a pas de problème. Mais je parle quand ils sont pas lavés, quand ils sont potentiellement sales, ils peuvent très facilement avoir des résidus. Donc en fait, faut pas faire de... Faut pas les mélanger. Si tu laves la truc, tu peux... C'est comme ça que tu l'as cachérisé. Parce que le torchon, il va jamais absorber à plus chaud que ce à quoi tu vas le laver. Dans le siman d'aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle on va reprendre un klal qu'on a déjà discuté, mais on va le reprendre en profondeur pour vraiment comprendre son origine et comment ça fonctionne. Vous allez voir, il y aura des points intéressants. Oui, Rabbi Daniel, vous voulez poser une question? Non, ok. Ok. Est-ce qu'on... Pour la vitrocéramique, Ouais. pour les Sfaradim, ce sera pas un problème, non? C'est du verre ou Ouais, d'après le Mechaber, la vitro, si, j'ai pas revu l'Agdarot, faudrait revoir dans un livre d'Acharon, mais ouais. C'est couvert par du verre. Ouais, vitrocéramique, le vort c'est du verre compressé, je crois. Normalement. Ça va le même digne que le verre, qui pour les Sfaradim, il n'absorbe pas. Ouais. Tu peux utiliser la même chose pour les assiettes, par exemple, en verre. Pour les Sfaradim, tu peux utiliser la même pour le lait, la viande. C'est bon. Non, Non, mais il a raison de mentionner ça parce que pour les Sfaradim, ça fait une grande différence. Une seconde. Ah non, c'est possible, c'est comme le verre. mais le verre,
Mais la pour- question, c'est est-ce qu'on est sommaire sur ça, les khatri là? Non, mais même c'est pour tout le monde, ça absorbe pas. Le verre, il absorbe pas, c'est connu. Mhm. C'est pas comme la Non, porcelaine. en fait, La porcelaine, elle absorbe, ouais. le verre. En fait, le rameau, il a un doute. Le Rama, il a un doute. Le rameau, il a un doute, donc en fait, on est marmire. En général, on essaye d'être marmire un maximum, de dire que le verre, il peut, oui, absorber et il va pas être cachérisé. Il va pas se cachériser. Parce que c'est de la même famille que l'argile. Donc, c'est-à-dire que se cachériser, il va pas pouvoir. Mais le Shulchan Aruch, il est sûr que le verre, il absorbe pas. Une seconde. On va voir si je le trouve en 2 secondes. C'est fait avec du sable, le verre? Merci. Est-ce qu'on a un chimiste ici? Silice. Hein? Silicium, 3. Ok, on revoit ça tout à l'heure, Yair, comme ça on mentionne on mentionne le terme. On revoit ça après le shiur, on mentionnera, on rajoutera. Ok. Ok, donc on va lire d'abord l'introduction, et ensuite on va lire l'introduction dans le support, et ensuite on va lire dans le Shulchan Aruch. Ok. L'origine de la séparation des vaisselles. Donc d'où ça vient que toi tu dois avoir des vaisselles différentes pour le lait et pour la viande. Dans la paracha de Matot, suite à la guerre contre le peuple de Midian, Elazar HaKohen transmet le processus de purification des ustensiles qui auront contact avec de la nourriture, incluant l'immersion de ces derniers dans un mikvé et leur cachérisation. Donc en fait, Elazar HaKohen, il dit, juste après la guerre de Midian, on va récupérer un butin extrêmement important, et on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec les ustensiles qui vont avoir un contact avec la nourriture, donc tout ce qui est des clés achila. On veut savoir c'est quoi leur djinn, est-ce que c'est quoi la halakha. Donc déjà dans ce verset-là, on apprend que le tremper des ustensiles dans le mikvé, c'est une obligation de la Torah. Des fois on dit ouais bon c'est pas grave, j'ai pas trempé au mikvé, c'est pas grave, la première utilisation c'est pas grave. Alors premièrement, juste un truc par rapport au mikvé, une erreur que la plupart des gens ils font. On a l'habitude de pouvoir d'utiliser une bouteille en verre de vin qui n'a pas le verre, il vient pas forcément d'un juif, mais en fait le verre il est utilisé une seule fois, donc la première utilisation de cette bouteille de verre, c'est juste de vider son contenu et ensuite on jette la bouteille. Oh, Rabsan. L'utilisation des bouteilles de verre, c'est on vide le contenu et ensuite on jette la bouteille. Donc ça s'appelle pas utiliser la bouteille de verre comme un ustensile. Ça s'appelle l'utiliser comme un sac dans lequel tu vas mettre des aliments. Donc ça c'est pas considéré comme une utilisation, c'est pour ça que t'as pas besoin de les tremper au mikvé. À partir de là, les gens ils sont mis dans la tête que la première utilisation de n'importe quel ustensile, t'as pas besoin de le tremper. Tu peux l'utiliser une fois sans le tremper et après tu auras besoin de le tremper. C'est une erreur. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle on peut tremper on peut utiliser la bouteille de vin, c'est parce qu'on vide son contenu. On n'est pas en train de l'utiliser en tant que. Pas consommer le contenu. Voilà. C'est juste la vider son contenu, mais tu pourras pas avoir une première utilisation de verre comme ça. Et encore une fois, c'est hyper important le tremper au mikvé, c'est un commandement de la Torah. Ouais. C'est-à-dire par exemple les bocals là, les trucs d'olive, tout ça. Une fois que tu l'as fini. Ouais. Si tu veux l'utiliser encore une fois, faut le tremper au mikvé, exactement. Ouais. Ok, donc on va citer le pasouk lui-même. Le pasouk qui dit tout ce qui est communément utilisé sur le feu passera sur le feu. Kol asher yavo baesh, yavo baesh. Tout ce qui est en général, c'est-à-dire que on va d'après la Gemara, elle dit qu'on va d'après l'utilisation générale de l'ustensile. Je vous donne un exemple. Une grille de cuisson, la grille de cuisson elle a forcément un contact avec le feu, donc ça c'est clairement quelque chose qu'on va utiliser sur le feu. Par contre une spatule, ou pas une spatule, une pince qu'on utilise en général, on va dire que tu l'utilises, ça dépend des pinces, mais en général tu vas l'utiliser dans une casserole, donc avec des aliments normaux, mais de temps en temps tu pourras l'utiliser sur le barbecue. Ça va être considéré de façon globale comme de manière générale, ça va être considéré comme un ustensile qui va dans l'eau. Donc sa cachérisation, elle est dans l'eau. Non, alors si en général on l'utilise dans le feu, sa cachérisation elle est dans le feu. Si en général elle est dans l'eau, alors sa cachérisation en général sera dans l'eau. Hein? C'est ça. Je pense que le feu est le plus fort dans son. C'est ça. L'idée c'est que le feu il est plus fort. Ok, mais si tu peux les utiliser pour les deux. Hein? Non, alors on va d'après le Rav Tashmicho, c'est ce qu'est Jagma. On va d'après la majorité de l'utilisation. Si en général tu utilises sur du feu, c'est avec du feu que tu dois le cachériser. C'est-à-dire que ça, on parle quand tu sais pas. Évidemment, si tu sais que ça a eu un contact par le feu, tu dois cachériser avec le feu. Hein, c'est à moi. On parle d'un clic que toi tu n'as aucune idée comment il a été utilisé. Là tu vas d'après. Non. Une fois avec le feu, il faut quand même. Il faut cachériser avec le feu. Si c'est avec le feu que ça a absorbé, c'est comme ça qu'il va extraire. Ok, Toy. Donc
donc le processus de cachérisation, c'est quoi? C'est donc il devra passer sur le feu, puis il sera purifié par les eaux expiatoires. Donc ça veut dire en fait il devra être trempé au mikvé. Donc le processus de cachérisation, c'est premièrement tu extrais le Rabbi Yitzhak. Il n'y a pas besoin des anciennes feuilles pour cette semaine. Non? Ouais. On va utiliser directement les livres et le support parce que le texte c'est un nouveau. Ok, donc premièrement cachérisation, ensuite tremper au mikvé. À part ça, les gens ils pensent dans le monde, les gens qui sont pas religieux, qui ont jamais appris les halachot, ils pensent que tremper au mikvé ça cachérise. Donc c'est une erreur que voilà. Nous on est déjà dans le sujet, donc on n'a pas besoin vraiment de se le rappeler, mais faut le rappeler aux gens. Tremper au mikvé ça cachérise aucunement. Ouais. C'est après. Ça rend Hein? pur. Non, ça purifie, c'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire. Si l'ustensile est absorbé d'un interdit, eh ben, il faut le cachériser. Et à part ça, même s'il n'a pas absorbé d'un interdit, dans tous les cas, il faut le tremper au mikvé si on l'achète d'un goy. On parle, on sert évidemment tous les ustensiles, ce que c'est. Tout dépend si c'est du métal, du verre ou du plastique, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Et c'est que si tu l'utilises après pour une utilisation alimentaire. Ouais, Si s'il n'a pas. qu'après je mets des fleurs dedans, j'ai pas besoin de mes cachériser. 100%. Il y a même beaucoup de choses qui sont dans la cuisine, mais comme on va jamais les emmener sur la table pour servir un plat avec, il n'y aura pas besoin de les tremper au mikvé, même s'ils ont un contact. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ça parce que c'est deux autres alors. Sur le feu. Ouais. Ou sur le... Non, parce que de temps en temps on l'emmène sur le plat, sur la table. En fait, la majorité des ustensiles qu'on a là, dans la cuisine, ils vont oui. Non, mais le marmite qui est sur le feu, il faut le cacheriser par le feu, c'est ça? Ouais. Non, mais ça veut dire que non. Alors le contact qu'elle a avec la nourriture, à la nourriture, il est dans l'intérieur de la marmite. Avec de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est avec de l'eau. Ouais, c'est ça, la logique elle est derrière ça. Ok. Donc tout ce qui n'est pas communément utilisé sur le feu passera sous l'eau. Donc si c'est pas forcément utilisé par le feu, alors l'eau ça suffit pour n'importe quel autre aliment. Donc pareil, ton couteau et ta fourchette qui va toucher de la viande, un couteau et une fourchette qui vont toucher une viande brûlante, bah aussi ça va passer sous l'eau. Donc ça veut dire quoi sous l'eau? Ça veut dire à Gala, ils doivent être trempés. Il y a tout un processus. On clarifiera ça à la fin des lois de Bassar Vechalav, comment on cachérise des ustensiles. Mais en fait, il faut le tremper dans une marmite qui soit bouillante. Il faut tremper l'ustensile complètement avec un... Bon, il y aura un processus, on va essayer d'attendre en général 24 heures de la dernière utilisation, etc. On parle que d'ustensiles dont on connaît pas l'origine, ce qui a été fait avant. Ouais. C'est-à-dire que si tu l'as acheté d'un juif, tu sais que le juif, il est aussi... il respecte il a le même niveau de cache-route que chez toi. Alors, ouais, c'est bon. Juste derrière Hagav, il y a une chomra qui est appliquée. Beaucoup de gens font attention à ça. C'est en fait de ne pas mélanger les kelim, d'éviter de mélanger le plat de l'un dans mes ustensiles, parce que si un jour son ustensile est devenu pas cachère pour une certaine raison et que lui il est pas au courant, bah alors ça va rendre son plat, il va rendre mes ustensiles pas cachère. Donc c'est une chumra que certaines personnes font attention de ne pas utiliser même les plats des restaurants, ne pas forcément les réchauffer dans nos plats, comme ça éviter de les réchauffer dans nos plats, comme ça si le restaurant si jamais le cuisinier goy il a fait une erreur là-bas, bah que ça t'emmène pas des problèmes dans ta cuisine au jour le jour. Mais de manière générale, d'après la halakha, tout ce qui a une cheskat kashrut, tout ce qui est censé être cachère, il est cachère quoi. On n'a pas se poser des questions, donc c'est une chumra. Ok. Donc nous apprenons donc de ce verset que les parois d'un ustensile absorbent de son contenu. En fait, c'est ça la source de tout le principe de la cachérisation, et donc aussi le fait d'avoir besoin de deux types d'ustensiles, un pour le lait, un pour la viande. Il y a un peu de stylo, si vous voulez. Mais comment on voit ça? Hein? Comment on voit ça? Ah, ça se voit pas. Dans un Au microscope. dans un ustensile, ça se voit pas. Moi, je vais donner plusieurs exemples. Moi, je pensais avant, parce qu'il y a un rave en Israël qui a voulu alléger toutes les complications de la cache-route, etc. pour les juifs. En général, c'est pas Rav Ovadia, c'est un autre rave. C'est qui le nom, tu te rappelles? Pas celui qui a écrit les Tunis à la fin. Ouais, non, mais c'est un livre qui est pas Mekoubal. Je sais, ils Ouais. ont écrit. Faut pas l'étudier. Ouais, c'est qui? C'est un Melamed, non? Ouais, le Rav Melamed, Nachon. Alors le Rav Melamed, il a voulu dire en fait que les ustensiles d'aujourd'hui, les métaux, ils sont compressés. Et donc en fait, le métal, il est tellement compressé que
même si tu le chauffes à 100 degrés, il y aura aucun pore du métal qui va s'ouvrir, donc le métal il va pas absorber. C'est quoi le problème? Hein? En fait, comment l'ustensile il absorbe? Oui, Parce que quand tu le fais chauffer, les particules du métal, elles vont se séparer. Et donc ensuite, ça va absorber, ça va devenir une éponge parce que l'ustensile il va se fragiliser. Et ensuite, quand ça va refroidir, ça va garder l'ustensile il va garder ce qu'il a absorbé. Alors lui dit aujourd'hui, les ustensiles ils sont compressés. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont réchauffés, ils sont compressés. Donc, du coup, les pores, il n'y aura jamais les pores qui vont s'ouvrir à un degré de chaleur normal. D'ailleurs, je pense que l'inox, c'est ça, le verre que vous m'avez montré Shabbat, le verre de Kiddush là, qui vendent au 17. Le verre, il est nickel après des années comme si qu'il était neuf. Je pense que ça, c'est de l'inox. Je pense qu'en fait, c'est un métal qui est compressé pour moins subir de changements, C'est pour de être plus l'acier. solide, quoi. C'est de l'acier. Ouais, c'est ça, de l'acier. Acier inoxydable. L'inox, c'est de l'acier, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, Acier inoxydable, c'est ça Ouais, l'inox. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Acier. c'est possible qu'il l'inox il l'absorbe. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, inox, ça serait très possible. Donc c'est pas si Mais- cohérent, quoi, ce qu'il dit. Hein? Non, alors effectivement, il y a des sources, Mais premièrement, les rabbins ils sont sortis contre lui pour deux raisons. Premièrement, tu peux pas enlever des halachot, tu peux pas effacer un siman du Shulchan Aruch qui a été appliqué pendant 3000 ans, quoi. Ouais, c'est des livres, des Gemarat entières, qui ont été appliqués depuis Moshe Rabbeinu, ça veut dire c'est un passouk de la Torah que t'es en train d'effacer parce que tu dis aujourd'hui ça s'applique plus. Ça c'est premièrement. Mais deuxièmement, de toute façon, la majorité des kelim, peut-être même si la majorité des kelim les absorbent pas, il y a encore des kelim qui vont absorber. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans l'appart que j'avais, j'ai eu une casserole, je sais pas d'où elle venait, mais elle venait avec l'appart. J'avais fait du poisson dedans. Et quand je vous dis que 2 semaines après, je sentais encore l'odeur du poisson dans mes œufs le matin, c'était choquant parce que les casseroles de mauvaise qualité, elles vont absorber hyper facilement, surtout quand ils sont recouverts de quelque chose pour anti-adhérent, voilà, pour que ça colle pas. Alors cette chose-là, elle est pas forcément inoxydable. Si tu remues avec la cuillère dans la casserole, après. Hein? Si tu remues avec la cuillère dans la casserole, si tu n'utilises pas une spatule en bois, Ouais. en 2 semaines, il y a. Ouais, c'est ça, le ouais. revêtement, Ouais. il part. Il part totalement. Donc tu vois clairement que le revêtement il est fragile. Donc en fait, déjà, c'est-à-dire hormis le fait que ce qu'il dit, bah, ça peut pas être appliqué parce que ça enlèverait 3000 ans de comportement juif. Et donc tu peux pas venir du jour au lendemain, on oublie. C'est pas une excuse, quoi. Si la réalité a changé, la réalité a changé. Enfin, juste dire que. Si on dit que ça s'applique pas de partout, c'est problématique de dire ça je comprends. Mais juste dire que tu enlèves 3000 ans de. D'accord, mais si la réalité elle a changé, c'est un fait, quoi. Mais il faut une assemblée plus grande. Oui, non, mais que celle qui a il décidé annule la pas, première fois. il te dit la réalité. Mais ça veut dire qu'en fait c'est Non, mais un comportement juif. Je sais pas. C'est un peu. J'ai compris, c'est C'est-à-dire que très c'est pas, ouais, moderniste, mais c'est-à-dire que la réponse à ce genre de questions, c'est pas 2 font 4, c'est-à-dire c'est pas du calcul, c'est un peu un sens c'est aussi de, la HKFA. voilà, c'est un peu de la HKFA et c'est un peu un sens des considérations de la coutume. Ça peut t'amener à faire d'autres. Ouais, comme ça. aussi. Même ça changerait énormément de choses. Bon, à part ça, bien sûr, il y a comment il s'appelle, c'est Menachem Begin qui disait au Parlement pour de la constitution de l'État d'Israël, il parlait de César qui va voir Rome aujourd'hui, qui va essayer de voir, il va demander où sont les gladiateurs, où est mon histoire, et on lui dit bah écoutez, ça c'est dans les livres, c'est dans les musées, c'est fini aujourd'hui. Et Moshe Rabbeinu qui arrive en Eretz Israël et qui voit et qui demande est-ce que vous avez des tefilines? Il fait bah bien sûr, vous pensez quoi? Heureusement qu'on a des tefilines, etc. Est-ce que imaginez ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu s'il rentre et il voit qu'on cache les kelim. Ok. Donc le vort c'est quoi? Le vort c'est que ouais, donc mais à part ça, dans tous les cas il y a plein d'ustensiles qui vont absorber, et ça je l'ai vu de mes propres yeux. Tu peux voir des fois qu'il y a une odeur qui peut sortir, des fois il y a une mauvaise odeur dans un plat, tu sais pas d'où elle vient, mais elle peut très bien venir justement de la casserole qui a absorbé, qui a un goût qui est resté pas bon à l'intérieur des parois. Ok.
Donc, on apprend de ce verset que les parois d'un ustensile, ils absorbent son contenu. Néanmoins, la Gemara, dans le traité de Troulin, établit que le goût absorbé dans les parois d'un ustensile ne reste bon que durant les 24 heures de son, les 24 heures de son absorption, car alors le goût se détériore. Il y a une erreur de faute de frappe. Le goût se détériore. Donc, en fait, le goût qui est absorbé dans un ustensile, il reste bon pendant les 24 premières heures. Ensuite, le goût, il n'est pas bon. Donc, un goût qui n'est pas bon, il est pas interdit à la consommation. C'est-à-dire que si moi, je vous donne un exemple. Pourquoi dans les confitures de fraises, les fraises, c'est extrêmement difficile à cachériser. Aujourd'hui, chez Chabad, les gens qui sont marmires, chez Chabad, chez moi, on épluche les fraises pour les manger. C'est-à-dire que ça suffit pas de les mettre dans les liquides vaisselle parce qu'en fait, il y a des bêtes qui peuvent être visibles à l'œil nu, qu'on voit très facilement au microscope, mais qui peuvent être visibles à l'œil nu, donc qui sont interdites, et qui sont qui sont confondues avec les petits points blancs qui sont sur la fraise, etc. Hein? Ouais, ça peut être une solution brosse à dents. Hein? Normalement, on doit le voir à l'œil nu. Nahon, mais alors en général on peut les voir. On peut les voir à l'œil nu, pas facilement, mais on pourrait les voir. Et donc, mais au microscope, c'est clair qu'on les voit clairement. Donc en fait, je dis la vérité, ça doit faire, je sais pas moi, c'est au moins 5 ans que j'ai pas mangé une tarte aux fraises dans une boulangerie, parce que je sais qu'il est cachérise très simplement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. À la maison, si on veut faire des tartes aux fraises, on sait que c'est une galère. Il faut éplucher les fraises. Oui, éplucher, mais ils sont moches après. Hein? Ouais, ils sont moches. C'est pas cool. Bref, donc en fait, moi j'achète ma confiture Bonne Maman, ok? La confiture Bonne Maman, elle est broyée, même si de temps en temps il reste des morceaux de fraises. Là, au moins la partie superficielle en général, elle est broyée. Donc en fait, on considère que s'il y avait des bêtes, eh bien les bêtes elles ont été disséquées, elles ont été découpées. Quand une bête elle est découpée, alors la Torah elle a le seul problème, c'est-à-dire que si tu manges la bête en entière, alors là elle est problématique. Ça c'est Beria dans Siman Kouf qu'on va voir Yair. Et si la bête elle est coupée, alors le seul problème de la bête, ça aurait été le goût de la bête, le goût qu'elle donne. Et le goût qu'elle donne, vu qu'il est pas bon, parce qu'une fourmi, jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas bon, eh bien, son goût, il n'interdit pas. C'est une règle de la Torah. Notentan nifgam muta. Ce qui donne un goût pas bon, c'est muta, oui. Et les colorants qu'ils mettent avec les bêtes, alors Alors si... La cochelier, là. La cochelier. Il me semble que ce colorant, c'est ou qu'il a du goût, il garde en... Hein? Oui, c'est peut-être qu'ils le mettent que pour la couleur, mais qu'il a quand même un goût. Faudrait voir exactement, ouais. Mais en soi, quelque chose qui n'aurait aucun goût, en fait. Si les goïms ils viennent, il faut que ça soit mélangé aussi. Parce que tant que c'est pas mélangé, que c'est pas annulé dans la majorité, et que c'est reconnaissable. En fait, si c'est reconnaissable, ouais, si c'est reconnaissable, c'est un problème. À partir du moment où la bête elle est reconnaissable, elle n'est pas annulée parce que annulée ça veut dire que tu peux plus la trouver pour l'enlever. Mais là, tu peux pas la détacher de son mélange pour l'enlever, mais tu peux la voir tant que tu la vois, elle te pose problème. C'est comme, je veux te dire, c'est comme quand toi tu fais fermenter un fromage avec l'intestin d'un animal pas cachère. Tu fais coaguler le fromage avec ça. Et bien même si toi t'as aucun signe de présence dans le fromage de l'intestin de l'animal, même si tu as 60 fois plus, tu as 1000 fois plus. Tant que c'est lui qui te l'a fait tenir, vu que tu peux reconnaître d'une certaine façon, tu reconnais que pourquoi le fromage il a monté, parce qu'il a eu cet intestin-là. Donc il y a encore un signe de présence de l'intestin et donc il est problématique. La présence est uniquement visuelle. Le microscope n'intervient pas. Ouais. Si la bête elle est pas visuelle, parce qu'en fait sinon on aurait jamais rien pu manger parce qu'il y a des bêtes microscopiques partout quoi. C'est uniquement visuel. Ouais. La Torah c'est ça qu'elle interdit. Visuel avec à l'œil nu. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on peut manger des figues et des dattes en les vérifiant, sinon on pourrait jamais s'en sortir. Là d'avoir sauf, même dans des pâtes, tu peux pas savoir peut-être qu'il y a Ouais. y a pas de fin quoi. Après, il faut vérifier que ce soit pas des pâtes qui sont faites avec une portion de protéines en plus prise de verre élevée en laboratoire. C'est court maintenant, ça y est. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ils font des bonbons au verre. Il y a la forme du verre et tout. Ils font des trucs de ouf.
C'est avant la poudre, c'est avant que la poudre elle se démocratise. Ça, c'était déjà genre dans le. Il y avait des processus, j'avais vu un truc dessus. Ouais, tu peux acheter des secrets d'un bonbon comme ça. Ouais. Et, Tu penses que c'est. Donc, du coup, quand t'achètes les Haribo en serpent, faut faire gaffe si c'est pas des vrais, quoi. Taïb. Je pense que c'était vrai ceux-là. C'est pour ça que tu as T'as pris, là. un bizarre. Hein? Ouais, c'est ça. Taïb. Mais c'est bien, c'est protéiné au moins. Ok, alors, donc après 24 heures, le goût qui est absorbé dans un keli, dans un ustensile, il est pas bon. Donc une seconde. La seule exception émise est celle d'un plat harif, donc un plat épicé, qui aura la particularité d'améliorer le goût ancien des parois. Donc tu as un poisson marocain bien piquant, même si le plat dans lequel tu l'as cuisiné, peut-être tu l'as pu cuisiner dans un plat non cachère, même si le plat il est, ça fait 2 semaines que tu t'as pas utilisé cette casserole là pour du non cachère, eh bien l'idée est que les condiments, tout ce qui est harif, tout ce qui est un goût fort, ça améliore le goût même de quelque chose qui était pas bon. Donc ça va faire ressortir le bon côté du goût. Donc ça va être ça va être la question qu'on va devoir se poser quand on rencontre ce genre de problème. Donc il en ressortirait que Alpi Torah, ouais, donc d'après la Torah, une casserole d'occasion achetée d'un non-juif n'aura qu'à être trempée au mikvé, avoir attendu 24 heures depuis sa dernière utilisation et devrait pouvoir être utilisée. Ouais. C'est ça qui devrait en ressortir. Moi j'ai acheté une casserole d'un gars. Pourquoi 24 heures? Hein, 24 heures pour que le goût qui est absorbé à l'intérieur se détériore. Un truc d'occasion? Hein, ouais, une casserole d'occasion que t'as acheté d'un gars. Le gars il a cuisiné dedans du porc, ce que tu veux. T'attends 24 heures, tu le trempes au mikvé, tu peux l'utiliser, tu la nettoies bien, tu peux l'utiliser. C'est ça qui devrait sortir de là. Ouais. Hein. Elle a été utilisée sur le feu. Mais après Et alors 24 heures, on a dit que le goût il a plus. il a plus d'importance. Le goût il est pas problématique parce qu'il est pas bon. Ce qui est pas bon n'interdit pas. Alors plus encore. Alors t'as pas besoin de brûler aucune casserole. Hein, c'est ça qui devrait sortir, c'est ça la question. A priori. Hein, a priori. Plus encore, le Tosfot établissent, donc les Tosfot ils établissent qu'un ustensile dont on ne connaît pas l'historique d'utilisation est considéré comme non banyomo, donc pas du jour. Donc banyomo ça veut dire du jour même, non banyomo pas du jour même. C'est-à-dire quoi Tosfot il dit si moi je suis dans une maison de vacances, j'ai aucun moyen de demander à un goy, au proprio goy, est-ce que cette casserole elle a été utilisée hier ou aujourd'hui parce que j'ai fait mes pâtes dedans, t'as aucun moyen de lui demander, ou le goy lui-même il sait pas. Bah tu dis non, a priori Mistama que la dernière fois où il a utilisé, c'était il y a plus de 24 heures, donc mon plat il est permis. Donc la question elle est une casserole. Hein? Non, on y vient. De plus, la halakha considère qu'un ustensile... Ah, j'ai pas fait en couleur, dommage. À l'exception d'un couteau, voire Siman 96, ouais, on va voir que la majorité des ustensiles, donc sauf le couteau, considère qu'un ustensile... pourquoi j'écris voir qu'un ustensile... Hein? Ouais, mais après Je crois que t'as réécrit sur Facebook. Dans un placard comme ça. Ouais, voilà. Un ustensile, enlevez le mot voir, retrouvé dans le placard de vaisselle propre, est considéré propre jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si toi, tu as trouvé une assiette chez les goïms dans leur placard, l'assiette, toi, tu l'as utilisée sans faire exprès, on dit Mistama qu'elle est propre. A priori, elle était propre. Et même, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas besoin de vérifier, etc. Tout dire qu'il faut laver les aliments que tu as mis dedans. Il faut d'abord mettre au mikvé. Hein? Oui, mais alors Tam, on n'a pas besoin de tremper au mikvé les ustensiles qui appartiennent à un goy. D'ailleurs, pendant le Covid, je sais pas si vous vous rappelez, les rabbinim, ils ont sorti des comment ça s'appelle quand tu sais Des procurations. des procurations. Ouais, mais non, avant ça. Il y a des procurations, mais il y a le fait que le rav il sorte une lettre, il sort, hein? C'est quoi le mot? Un décret. Non, ouais, mais non, en plus. Hein. Un col coré. Ouais, un col coré, voilà, comment tu dis? Hein? Un communiqué, voilà. Les rabbinim ils ont sorti des communiqués, comme quoi, vu que c'est compliqué d'aller tremper des ustensiles, on peut les offrir à un non-juif. Et tant que l'ustensile il appartient à un non-juif, donc on pourra faire une procuration de vente, ou le vendre ou bien le donner. Tu donnes ta casserole au non-juif et pendant l'année, tu dis voilà, jusqu'à l'année prochaine, elle est à toi. Et l'année d'après, elle revient à moi. L'année d'après, t'as besoin de la tremper, mais en attendant, t'as pas besoin de la tremper parce qu'elle appartient au goy. Les ustensiles du goy, t'as pas besoin de les tremper.
tant qu'ils lui appartiennent encore, le jour où tu veux que ça fasse ton acquisition, ça devienne ton acquisition, là tu as besoin de les tremper pour les utiliser avec de la nourriture. Il y en avait même qui avaient dit que, genre, quand tu vas acheter les clips pendant le Covid, bah, pense à ne pas en faire l'acquisition et tout, et comme ça. Ouais. Mais bon, c'est. Après le Covid, ils ont tous dit tremper tous ces ustensiles. Quoi. Exactement. On n'a pas le droit de compter sur ça, mais c'est-à-dire si tu l'as fait, t'es vendredi après-midi, il te reste 2 heures pour cuisiner ton plat, et t'as pas le temps d'aller au mikvé. Tu toques chez ton voisin, t'as pas le droit de le faire pendant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de faire des acquisitions pendant Shabbat, mais tu toques chez ton voisin, tu dis bonjour, je voudrais vous donner cette casserole, je voudrais qu'elle vous appartienne pendant le Shabbat. Et après le Shabbat, elle me revient, tu leur expliques voilà, la casserole elle est à toi, tu peux l'utiliser sans la tremper au mikvé. Quand c'est avant Shabbat, pour que t'aies tout ce qu'il faut pour pouvoir le. Hein tu dis voilà, hein Je te la donne, mais je la garde. Hein Je peux vous donner cette casserole? Non, elle sera. Tu me la prêter? Hein ouais. Non, tu me la prêtes, c'est pas une question. Tu peux utiliser la casserole d'un non-juif. Encore les voisins juifs. Sans la tremper au mikvé. Mais tu peux pas acheter une casserole d'un non-juif et l'utiliser en tant que ta propre casserole sans la tremper au mikvé. Parce que toute la règle de mikvé, c'est une règle que la Torah elle établit pour créer une différence entre le juif et le goy. Mais tant que ça lui appartient à lui, eh bien tu sais que ça appartient au goy, donc tu commences pas à, ça va pas créer des. Tu peux cuisiner dedans? Oui, Ouais. le problème c'est la propriété, pas l'utilisation dans ce cas-là. Si la marmite est propre, le problème c'est juste la propriété. Donc si elle a la propriété du goy, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la Torah n'a pas interdit l'utilisation. Si le gars l'a pas utilisé, par contre. Évidemment, s'il n'y a pas de problème de. C'est un problème de cache-route quoi. Ouais. Même s'il est cuisiné. Non. Non. S'il a cuisiné dedans, t'as besoin de la cachériser. Comment? S'il a cuisiné dedans, t'as besoin de la Il y a moins de cachériser. 24 heures. C'est un autre problème. On parle d'une. Non, alors on va voir finir le truc. Chérisé, on est d'accord. Hein? Oui. Non, mais si elle lui appartient. On Vous n'êtes pas obligé de le cacher. Hein? Mais non. Si elle vous appartient pas. Hein? Non, mais si la casserole elle est neuve, elle a jamais été utilisée. Là, je parle seulement du problème de mikvé. La casserole elle est neuve, elle a jamais rien absorbé. Neuve. Oui, on parle d'une casserole. Utilisée. Non, non, évidemment que non. On va voir tout de suite. C'est justement la question qu'on est en train de poser en fait. Donc là, en fait, ce qui sort de ce qu'on dirait qu'on a dit, c'est qu'une casserole que j'ai trouvée dans une maison de vacances, la casserole elle est propre. J'ai aucune idée, ou j'ai même pas vérifié si elle était propre. Je l'ai juste utilisée, j'ai cuit dedans un steak, ok? Ah, tu fais pas exprès. Hein? Non, Bediavad. J'ai utilisé un steak, on nous dit, on va voir en fait comment c'est construit. J'ai cuit un steak dedans, la casserole, j'ai pas vérifié si elle était propre. J'ai aucun moyen de savoir si elle a été utilisée dans les 24 heures, le plat il est permis. Et nous on se demande, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de cachériser les ustensiles d'un goy? Pourquoi on a besoin de cachériser quelque chose qui est devenu pas cachère? Attends 24 heures et c'est bon. La réponse elle est, seulement, nos sages ont décrété que tout keli, donc tout ustensile, ayant absorbé un issour, un interdit, devra être cachérisé les khatrila, a priori. Donc c'est-à-dire que si toi tu l'as déjà utilisé, c'est pas grave, mais les khatrila, avant de l'utiliser, tu dois le cachériser, de peur qu'on confonde un ben yomo d'un non ben yomo. Donc un ben yomo, c'est un ustensile qui a été utilisé dans les 24 heures, donc qui a des bliotes, qui a absorbé quelque chose qui est encore bon, d'un non ben yomo, ou de quelque chose qui n'est pas du jour. Et l'on s'appuiera sur les règles précédentes seulement après coup. Donc tout ce qu'on a dit avant que, on dit que dans tous les cas, si ça fait 24 heures, eh bien, ou même si tu sais pas que ça fait 24 heures, on va dire que dans tous les cas le plat il est cachère. C'est seulement après coup, comme dans le développement qui va suivre, comme on va le voir dans le développement que. Là, on parle bien de cachérisation, pas de trempe. Hein? Là, on parle de cachériser, pas de tremper. Ouais. Alors dans tous les cas, Stan, un ustensile que tu as utilisé sans le tremper par erreur. T'auras le droit de manger le plat. Et après coup, si t'as pas trempé, ça interdit pas Bediavad. Ça interdit jamais après coup. Donc en fait, même si on va dire que tu lui avais acheté t'avais acheté la maison avec tout ce qu'il y avait dedans, tu l'avais utilisé par erreur, tu dis tout est bon. L'ustensile il a besoin d'être cachérisé, mais ton steak il est bon parce qu'a priori il n'a pas été utilisé dans les 24 heures, a priori il était propre. Et le problème du mikvé, c'est pas un problème Bediavad, c'est jamais un problème après coup. Okay. C'est un grand chidouche quand même. Bien que Mais C'est vrai qu'il est. obligatoire, Il est non. hein? Bien que ce Même soit Bedia, obligatoire. même Idera Banane. Après coup, c'est moutard. Ah, si t'as fait Bédiavad, quoi. Bédiavad. Bediavad. Bien que ce soit interdit de la Torah. Pas a priori. Ouais. quoi. Enfin, une obligation de la Torah. Le mikvé, voilà. C'est une obligation, mais c'est pas un interdit après coup. Ouais. Le repas ne devient. C'est la cuisson dedans quoi, qui est interdite, pas le plat en lui-même.
Ouais. Venons, on explique un peu. Rabbi Yitzhak, je te pose une question. Moi, j'ai cuit dans ma casserole, ok? Donc maintenant, on a appliqué 2 règles. On a dit, une casserole en général, on considère qu'elle est propre. Donc là, ok, il n'y a pas de... Donc le seul problème de cache-route, c'est quoi? Quel problème de cache-route on pourrait avoir? Si la casserole, on dit, une casserole qui est dans les ustensiles propres, elle est forcément propre. Il n'y a pas de raison de se dire, bah, il y avait peut-être des résidus de viande du goy. Donc le seul problème qu'on a dans cette casserole, c'est quoi le problème qu'on pourrait avoir de cache-route? L'absorption, quoi. C'est l'absorption, ce qui pourrait être absorbé dans l'ustensile. Ouais. Maintenant, si on tient, comme Tosfot il nous dit, que non, en général, un ustensile, on dit Stam Kelim Enam Ben Yomen. En général, un ustensile, il n'est pas du jour même. C'est une règle qui a été établie, qui est. Je n'ai jamais cherché vraiment la logique derrière parce qu'elle m'arrange. Parce que faudrait chercher pourquoi. On dit que le Stam un cli, il n'est pas Ben Yomen. Ça veut dire que Stam un cli, une casserole en général, on considère que sa dernière utilisation avec du non cachère, ou de n'importe quoi, c'était pas d'aujourd'hui, c'était avant les dernières 24 heures. Alors, à quoi ça sert d'avoir deux vaisselles séparées? De peur qu'un jour tu utilises une vaisselle qui a été utilisée dans les 24 heures et que ça te crée un interdit. Et que toi tu le manges. Si je sais que cette casserole, j'ai cuisiné mes pâtes au beurre il y a 3 jours, alors je peux cuire mon steak. Non, parce que les Chachamim, ils ont fait une règle ils ont interdit un clic qui n'est pas banni, qui n'est pas du jour, de peur qu'on utilise un clic qui est du jour. Hein, une casserole qui est du jour. Tu vas te dire, j'ai il y a 3 jours, et là, tout d'un coup, ta femme va dire, ah, mais il y a 1 heure, j'ai cuit dedans. C'est-à-dire que en fait, c'est une mauvaise habitude à prendre. C'est fou comment notre code de loi, notre halakha concrète, elle est codée par les chachamim. Et des fois, on est tellement loin de la simplicité qu'il y aurait eu si on était seulement resté à la Torah. C'est très simple. Hein, d'après la Torah, c'est La Torah, elle est vraiment... le judaïsme, il aurait été hyper simple. Mais d'un autre côté, la règle, elle est très logique. Parce que c'est extrêmement, ça pourrait devenir extrêmement courant. Si on utilise, on doit juste compter 24 heures, du jour au lendemain, ça arrive. Dans 60% des familles où on utilise une casserole qui est Batchema. Donc, je pense qu'on peut très bien comprendre cette xéra, ce décret des sages. Il est facile à comprendre. Et on considère que si on acquiert d'un non-juif, elle aurait été issue. Ouais. On considère qu'un non-juif, bah, a priori, il a utilisé pour de l'interdit. Ouais. À moins que tu aies un signe à moins que tu aies un signe que l'ustensile il est neuf. Ah oui, ça je parle d'occasion. Ouais. Mais en fait, il y a des rabbinim qui se posaient la question, est-ce qu'on devrait peut-être avoir peur qu'il y a un goy qui est dans le un des ouvriers du magasin, un des employés du magasin, il a utilisé une casserole à chaud. Tu sais pas, peut-être qu'il y aurait eu ce problème. On dit non, en général, si c'est neuf, on n'a pas à s'imaginer, à se faire des films, à s'imaginer que le goy il a utilisé avec du package. Ça reste quand même bizarre, pourquoi on doit cacher la vaisselle? Ça reste quand même bizarre. C'est pas bizarre, hein. C'est parce que si tu cachérises pas la vaisselle. Si tu nettoies la vaisselle, tu sais très bien que tu la laisses 24 heures. Oui, mais c'est une mauvaise habitude à prendre. Non, je ne veux pas dire que c'est une bonne habitude. Mais c'est uniquement une bonne habitude parce qu'on le fait comme ça. Mais Les Khatrida, on fait comme ça. non, les Chachamim, ils ont vu que les gens ils tiendraient jamais. Et les gens ils allaient tout de suite cachériser ils allaient tout de suite ne pas cachériser la casserole et attendre, oublier d'attendre 24 heures, etc. quoi. Alors, il oublie aussi de cacher. Moi je te dis, demain tu fais un communiqué de tous les rabbinim du monde on a le droit d'utiliser une casserole khalavi pour la viande qui n'a pas été utilisée dans les 24 heures. En une semaine, 60% des familles elles ont fait l'erreur. En une semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'absorption? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de l'absorption? Même 48 heures. Quand tu cachérises. Non, mais il n'y a pas cachériser. C'est un kéli de lait. Ouais. Donc le lait, il est imprégné dedans. Ouais. Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas utilisé. On peut prendre et faire que de la viande dedans. Non, les khatrila, t'as pas le droit. Non. C'est ça qu'on est en train de dire. Les khatrila, t'as pas le droit. C'est ça qu'on est en train de dire, c'est que les Chachamim, ils ont permis seulement après coup. Les Chachamim, ils ont interdit. Relisez le passage seulement. Khatrila, t'as pas le droit. Ouais. Donc t'as pas le droit. Voilà, Donc t'as pas le droit. ce que je voulais faire ressortir dans le texte, c'est l'étonnement, c'est réaliser où jusqu'où la xéra des Chachamim, elle est allée. Quoi. Le degré des Chachamim, il est allé. Tu le savais. Et si tu acquiers d'occasion d'un juif religieux, tu dis les cachères, moi j'ai toujours utilisé. Ah voilà, un juif religieux, tu fais confiance. La règle, elle est comme ça. Est-ce que tu dois la tremper
Hein? Non, si elle vient d'un juif, tout ce que tu achètes d'un juif, tout ce qui a été fabriqué par un juif en Israël, il y a des trucs, il y a des verres de kidouche que tu achètes et il y a écrit fabrication par des juifs, pas besoin de tremper au mikvé. Tout ce qui vient c'est seulement les ustensiles qu'on achète d'un goy qui ont besoin d'être trempés au mikvé. Hein? Le problème, ça va si on fait la bracha ou non. Ça veut dire, Quand tu as un doute en Israël, etc., ouais, ça pourrait être une question. Ça pourrait être une question. Un goy qui te donne. Mais s'il y a un Hercher, si c'est sûr que ça a été. Est-ce qu'une bouteille de vin achetée à un juif, on doit la tremper au mikvé si on veut l'utiliser après? Alors, si tu veux l'utiliser, en fait, le verre, il faudrait vérifier en fait la provenance du verre. Est-ce que le verre, il a été fabriqué par le juif ou le verre, il a été fabriqué par un goy? Par le juif. Hein? Par le juif. Si tu sais que le verre, il est fabriqué par un juif, si tu as un moyen de vérifier ça, en général, on n'a pas les moyens de vérifier ça. Ouais. Si tu sais que tu as les moyens de vérifier ça, bah t'as acheté un ustensile déjà trempé en fait. Qui a pas besoin d'être trempé en fait. Donc, ouais. Mais en général, on n'a pas de moyen de vérifier d'où vient la bouteille. Il faudrait voir. Faudrait voir si tes pervers qui font des productions en général qu'en Israël, le Badat Yerushalayim en général, ils font des productions de vin qu'en Israël. Non, mais quand tu achètes la donc, bouteille de vin à ce juif, Ouais. et le vin et la bouteille, elle appartiennent au juif. Oui, mais c'est lui, il a acheté la bouteille à un goy. Oui, d'accord, mais elle appartient. Mais toi, quand tu Oui, l'achètes, elle certes, appartient. certes, mais comme elle a eu un chiyuv, elle a une obligation d'être trempée avant, l'obligation n'a part pas. Lui, il n'avait pas besoin de le faire parce que lui, il l'utilisait pas. Il voilà. l'utilisait seulement L'obligation part pas. pour stocker de la nourriture. Il l'utilisait pas en tant qu'ustensile à la maison. Part pas. C'est ça, Parce que toi, tu pourrais dire, ok, moi j'ai acheté un juif. c'est ça. Non, l'obligation, L'obligation, elle se transmet, ouais, hein. exactement. Les bouteilles de vin cachées, elles sont trempées, non? Hein? Non, elles sont pas trempées. Si tu veux l'utiliser une deuxième fois, Si tu l'utilises la après, première tu peux le garder. utilisation, t'as pas besoin de la tremper parce que tu veux juste la vider de son contenu, une donc c'est pas carafe. comme un ustensile. C'est comme tu utilises un sac en verre quoi pour contenir ton vin. C'est pas une utilisation d'ustensile, mais sinon voilà. Il avait raison, Fitson, ce Shabbat, il a dit que, en fait, quand les halachot, c'est une succession de cas particuliers. Ouais. Il n'y a pas vraiment de halachot générale, il n'y a pas de règle générale. Quoi. S'il existait une règle générale, ce serait merveilleux, mais il n'y a pas de règle générale. Non, il y a des Oui, il y a 50 000 exceptions. Il y a Ouais. 50 000 exceptions. Voilà, Je vais vous dire, en réalité, quand tu réfléchis, il y a des règles globales, et c'est ce que les Barouines qui apprennent Smicha, ils cherchent à comprendre. Il y a des règles globales. Maintenant, c'est des règles globales qui vont être extrêmement approfondies des fois. Il faut avoir une compréhension de tout ce qui peut se passer. Mais en fait, même moi, quand je vous donne la halakha, des fois, je vous donne une halakha qui est écrite clairement dans le Shulchan Aruch, et des fois, moi, je vais faire le calcul. Mais comme moi, je sais que j'ai appris toutes les règles, tous les interdits qui peuvent concerner ce cas-là, je peux vous dire, ok, il n'est pas écrit clairement, mais voilà ce qui en sortirait. Donc en fait, on n'apprend pas, en réalité, on n'apprend pas réellement des cas, on apprend des règles. Et on applique ces règles dans des cas, ouais. Ça tombe sous le coup du cas particulier. C'est-à-dire que Ouais. la règle n'existe que s'il y a un cas particulier. Ouais. D'ailleurs, le Tanya, c'est intéressant, mais et cette règle-là, sans un cas, cette règle-là en elle-même, ça, c'est la Torah. Et le Tanya dans Pereke, dans le chapitre 5 du Tanya, quand il veut nous expliquer comment une halakha, c'est kadosh, c'est saint en soi, la connaissance de la loi, elle est sainte, il nous dit voilà, la règle simple, même si elle va jamais se passer dans un cas concret, c'est la règle qui vient de la Chokhmah d'Hachem, qui vient de la sagesse de Dieu, et c'est ça là qui est sainte. C'est comme dans la Gemara plein de fois, Drosh, Kabel Sra, juste Ouais, apprendre, même ouais. si c'est des cas qui arriveront jamais, apprendre. Ouais. Encore plus d'après la Kabbalah qui dit que la Kabbalah dit que pour raffiner le monde, quelle que soit la façon, on raffine le monde en étudiant un sujet de la Torah. Quand tu étudies les lois de l'idolâtrie, même si tu n'as pas le droit de t'intéresser aux idoles en elles-mêmes et ce qu'elles racontent, quand tu étudies les lois des idoles dans la Torah, comme elles sont présentées dans la Torah, alors là c'est une dimension dans laquelle il n'y a pas d'impureté. Et donc là tu vas raffiner l'idole, et donc en fait ce que tu vas faire, c'est tu vas purifier le monde, parce que tu vas séparer la bêtise du monde avec de la vérité. Donc c'est pour ça que l'étude en elle-même, c'est une valeur énorme, même si elle va jamais arriver à l'application. C'est la Chokhmah d'Hachem, c'est la sagesse de Dieu. Voilà, comme ça, on n'aura pas été des gars qui utilisent la halakha comme des snags. Alors, c'est dans quel cas qu'on peut utiliser le fait que le goût il ne tienne que 24 heures? Ah, c'est a posteriori quand il n'y avait pas de condiment. On va le lire dans le cas tout de suite. Alors venons, on lit la question numéro 1. J'ai utilisé la marmite d'un non-juif dans une maison de vacances pour cuire une pkeila. Genre, on est beaucoup à faire une pkeila dans une maison de vacances. Le propriétaire ne sait pas quand l'a-t-il dernièrement utilisé, donc il ne sait pas si ça fait plus de 24 heures ou moins de 24 heures. Moi j'ai une note.
Il l'a utilisé probablement vendredi dernier pour faire la dafina, c'est un Marocain. Ça dépend quel type de marmite, ouais. Mais ouais. Si c'est la grosse avec le pchit de la crotte-pot, là, c'est bon. Taïv. Alors, le propriétaire ne sait pas quand l'a-t-il dernièrement utilisé. Puis-je manger mon plat? Est-ce que j'ai le droit de manger mon plat? Et puis, je réutilisais la louche cachère que j'ai utilisée pour servir le plat à chaud. Pour le servir à chaud. Donc, le cul, il faut l'enlever. Quand tu as fait la Kaïla, tu savais que c'était la marmite d'un non-juif. Hein? Ah non, moi j'ai fait une erreur. Ah, C'est-à-dire qu'on n'a pas fait attention, il y avait une casserole sur le plan, une marmite sur le plan de travail. On pensait qu'on avait tout mis dans les placards des goïms avec un scotch. On l'a pas mis dans un placard de goy et on a utilisé. T'as fait ça, Je t'ai dit a posteriori, par inadvertance. il n'y a pas d'interdit de manger a posteriori. Ouais, tant que le plat cuisiné n'est pas épicé. Alors oui et oui. Alors oui et oui, ça veut dire quoi? Oui, le plat il est cachère et oui, la louche avec laquelle j'ai servi le plat elle est cachère. Non, faut travailler. Sinon, ça va aux toilettes. Ouais. Épicé, on est d'accord, c'est plus piquant quoi, c'est pas juste des stems, des épices. Humain, non? Hein? Non, épicé c'est un plat, quand on dit un plat épicé, c'est un Relevé. relevé, c'est un plat relevé. Mais Ouais, bien quoi, parce que le ramadan, C'est quoi relevé? Quand tu dis relevé, c'est piquant? ouais, piquant. Ouais. Maintenant le piquant ou juste fort genre. Si ça a un goût fort. Je voulais vérifier, j'ai pas eu le temps de vérifier s'il y a plus d'agdarot sur ça. Blender, je vais rajouter un peu plus d'agdarot sur c'est quoi exactement un plat épicé, ouais. Je voulais le faire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Tu veux me passer un surligneur, un stabilo? Parce que la Kaïla, tu mets pas de Merci, derrière ça, tu mets pas de... Ouais, en général, la pkaïla, c'est pas... c'est doux. C'est pas épicé. Hagdara. Je pense que épicé c'est plus piquant. Ouais. Dans les poissons marocains. Ouais, voilà. L'idée, c'est que ça soit harif. Harif, c'est... la vérité, un oignon, c'est considéré comme piquant quand il est cru. Une fois qu'il est cuit, en général, il est plus piquant. Donc, une fois qu'il passe le truc. Maintenant, il y a des lois en plus hein, dans ce truc-là. Demandez toujours quand même un rave, mais il y a des lois en plus qu'on pourrait calculer, des définitions un peu à rajouter. Donc, demandez quand même un rave. Ok, donc dans tous les cas, la casserole ne pourra pas être réutilisée parce qu'évidemment, c'est une casserole d'un goy. C'est pas parce que tu as permis à fortiori, une fois que ça s'est déjà passé, Bediavad, que tu vas le permettre les khatri là. Non, tu dis non, le plat il est cachère. Hein? Non, même si t'as pas mangé le plat il est cachère. Le plat, tu dis que le plat il a absorbé d'un goût qui était vieux, qui était pas bon. Donc le goût pas cachère qu'il y a dans le plat, il est pas bon, donc il va pas t'interdire le plat. Donc le plat il est cachère. Mais tu peux attendre après 24 heures, tu peux... Non, alors en fait tu parles du plat. Non, la truc là. Oui, mais alors on a dit les chachamim ils ont interdit. Relis le passage seulement. Les chachamim ils ont dit que t'as pas le droit d'utiliser un keli qui n'est pas ben yomo, un ustensile même s'il n'est pas du jour même. Donc ça veut dire que on a cuit de la viande il y a 2 semaines dedans. T'as pas le droit de l'utiliser pour du kasher. Parce qu'on a peur que toi tu te mêles les pinceaux, tu t'emmêles les pinceaux, un jour tu utilises un ustensile qui est ben yomo. Donc même un pas ben yomo, t'as pas le droit d'utiliser de peur que tu utilises un ben yomo. Mais là, on parle d'un plat qu'on a cuisiné qui est harif, donc c'est pas kasher. Ouais. Mais imaginons que le propriétaire soit allé en Tunisie, il a kiffé la pkaïla, il fait une kaïla pas kasher. Le plat, il a absorbé du harif. Ouais, alors ça c'est pas important parce qu'en fait, ce qui va absorber, ça va pas être assez fort. C'est des résidus les résidus qui vont être absorbés dans l'ustensile, ils vont pas être capables de rendre tout un plat harif pour que le plat il soit amélioré, etc. C'est-à-dire que ça va où être spoiled. Ok. Donc deuxièmement, si j'ai utilisé cette casserole intentionnellement, alors le plat sera interdit parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Si j'utilise cette casserole, je sais que la casserole, elle est d'un goy, mais je sais qu'elle a plus de 24 heures, donc je me dis vas-y, khalet. Je sais que dans tous les cas, c'est permis après coup, donc je vais le faire le avant coup, après coup, je vais le faire avant coup. Le din, il est quoi? Le plat sera interdit à celui pour qui il a été cuisiné, incluant moi et toute ma famille. C'est-à-dire qu'en fait, toute la famille, toutes les personnes qui ont pu être concernées vis-à-vis de cette cuisson, ça sera totalement interdit. Tu pourras le donner en revanche à un autre juif qui n'était pas concerné. Et tu peux en tirer profit. Ça, c'est une question à Moutarbana. Si tu le donnes à quelqu'un, la personne elle va te remercier. Ouais. Elle va tirer profit indirect ou Ouais. direct. Question, faut que je vérifie ça.
Ah oui, parce que est-ce que tu pourrais par exemple échanger avec ton voisin? Ouais. Tu lui dis, regarde, moi c'est un Ah oui. café, donne-moi ta daphné, je te donne la mienne. Ouais. Ah, c'est bien. Même si tu la donnes pas, hein, Jamais, je mangerai une dafina. t'es thune toi, Mika? Ah ouais. T'as pas un style thune? J'adore la dafina. Ah ouais. Moi je suis moite-moite donc ça va. Ouais, on joue sur tous les plans. Toiv. Je crois que j'ai une troisième moitié un peu ashkénaze. Ok, venons on lit dans le Shulchan Aruch un petit peu. Ça va faire du bien un peu de lire le Loshen Azov. Une troisième moitié, ça s'appelle un tiers. Hein? Ouais, ça le voir, c'est que tu restes 100% de ce côté, mais la personnalité elle fait pas le. Pas le moins. Ok, alors on a tous ouvert Siman Sadi Gimel. On va lire dans les mots du Shulchan Aruch. Gdera shebishel ba basar, lo yevashel ba chalav. Donc en fait on va relire ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'étudier. Hein. Une gdera, une casserole dans laquelle on a cuit de la viande. Lo yevashel ba chalav. Tu pourras pas cuire du lait dedans. Veim bishel ba betor metlet. Si on a cuit dedans du lait dans les 24 heures, metlet ça veut dire toute une journée, tout un jour, donc 24 heures. Asur benoten ta'am, c'est interdit. C'est rarif. Hein? Non, on parle pas quand c'est harif. Si c'était dans les 24 heures. Alors même si c'est pas harif, Ah oui, oui. le goût qu'il y a dans la casserole, il est bon. Donc le goût qu'il y a dans la casserole, il va t'interdire le plat. C'est Basar Khalab, ça. Hein? Ouais. Ça c'est vis-à-vis de Basar Vechalaf, c'est indigne de Basar Vechalaf. Et donc Vetsarich Lecher Neget Kolakdar. Donc le Shulchan Aruch nous dit ici qu'on peut en fait donner à un goy à goûter le plat pour savoir s'il a un goût de viande, mais concrètement, les Sfaradim ils font pas qu'on fait plus goûter un goy aujourd'hui, on compte plus sur un goy du tout. Donc en fait la seule façon de Vetsarich Lecher Neget Kolakdar. Donc le Ramo il dit quoi? Il faut évaluer contre toute la casserole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait toi il faut que tu te dises, il faut que dans la casserole, je sais pas combien elle avait absorbé. Ouais, j'ai aucun moyen de savoir combien la casserole avait absorbé. Je peux évaluer, mais je pourrais jamais savoir à 100% que la casserole elle a absorbé 10 centilitres ou 10 millilitres ou plus ou moins. Donc ce qu'on fait là, elle est très difficile à accepter, c'est qu'on doit évaluer contre tout le volume de la casserole. C'est-à-dire que toi tu dois faire en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tremper, cette casserole là dans de l'eau quand elle est froide, hein, tu la tremper après coup dans de l'eau, et tu vois combien le volume de l'eau il monte, et tu dis voilà, ce volume là, je dois avoir 60 fois plus que ce volume là dans mon plat. Ce qui en fait est impossible parce que dans le contenu d'une casserole, il y a quasiment jamais 60, à moins que la casserole elle soit large et que les bordures elles soient très fines. Donc en fait en général, quand toi t'as cuit dans un ustensile non cachère, khalet, c'est fini. À moins que l'ustensile il soit pas ben yomo et il soit pas harif. Ouais, comme on a compris tout à l'heure. Alors c'est ça, le Rama il dit que, enfin je crois que c'est dans le char, non, qu'il dit que ouais, des casseroles spécifiques très fines sur les bords, il y en a où ça existe, mais dans la plupart ça n'existe pas. C'est ça, ouais. À part le char il précise ça tout de suite. Il dit des trucs très fins, très énormes. Par exemple que son érochette, donc son cuivre, donc le métal de la casserole il est fin et que la casserole elle est très large. T'es où, là? Concrètement c'est très rare. Ça c'est dans le char, ce que j'ai lu. Ouais. Mais 60 fois c'est énorme, on se rend pas compte. Ouais. Mais n'empêche que dans une bête, vous l'avez ici là, dans une bête, la patte de la bête, elle peut faire, si tu calcules la patte de la bête avec les os, dans la bête, tu as 60 fois la patte de la bête. Avec les os. Avec les os. Et si tu calcules juste la chair contre la chair, tu as 100 fois. C'est quoi la chair? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que la chair de la patte contre la chair de la bête, tu as 100 fois, t'as 100 fois plus. C'est énorme. Là t'as 20 fois ça, 3 fois. Ouais. Toiv. Alors, aval imsha me'etlet. Par contre, si avant que toi tu cuisines kodem chez Bichelba, si par contre avant que toi tu cuises ton lait dans la marmite viande, il y a déjà eu 24 heures qui sont passées. Avec notentam livgam, ça va être un notentam, la casserole elle va donner du goût. Livgam, le livgam ça vient du mot pagum. Pagum ça veut dire pas bon. Comment tu dis en hébreu? Ruined. Avarié. Avarié, ouais. Le goût de
qui est absorbé dans la casserole, il est avarié. Le goût qui est absorbé dans une nourriture, il va pas devenir avarié en 24 heures. À moins que ça soit, ça va dépendre de circonstances. Mais là, dans un métal, le goût, il peut pas rester, il est beaucoup plus sujet au pourrissement que quand il est à l'air. Je viens de faire un calcul. Ouais. Pour que l'intérieur de la casserole il soit 60 fois le bord, il faut que le diamètre de la casserole, ce soit, tenez-vous bien, 60 mètres. Pourquoi? Comment vous avez calculé le volume Je de... vais te dire. Comment vous avez calculé C'est l'épaisseur de la peut-être hors casserole? sujet, mais... Alors, On a un ingénieur avec nous. Hein, alors, le volume de la casserole, vous voulez faire au tableau? Comme ça tout le monde ouais, voit. bien sûr, oui. Ouais. Faut la vidéo, oui. Il y a Bitro qui prend le micro, Rabotaille. C'est un peu hors sujet, mais c'est Ah, intéressant, non, c'est intéressant de totalement voir. dans le sujet. C'est intéressant de voir. Alors voilà. Objection. Oh, c'est bien fait. Voilà la casserole. Eh, il y en a qui se débrouillent mieux que moi. Hein. La surface, le contenu là, l'intérieur de la casserole, donc cette surface-là, Une surface en contact avec la nourriture. alors regardez, ça, on va l'appeler D, c'est le diamètre de la casserole. Et la circonférence, c'est pi D. Et pour la hauteur, on va appeler ici H, pi DH, donc ça, c'est le volume intérieur de la casserole, enfin le volume, c'est la surface intérieure de la casserole. On va l'appeler S. Par contre, le volume de la casserole, alors c'est la sphère ici, enfin c'est le disque, donc c'est pi D2 sur 4, multiplié par la même hauteur, par H, pour avoir le volume qui est dans la casserole. Alors si on fait le rapport, ça, donc ça on va l'appeler volume. Donc si on fait le rapport V sur S, C'est pi R2. Hein. c'est pi D2 sur 4. C'est pi R2, ça revient au même, pi D2 sur 4. Donc ça fait pi D2 H sur 4 que multiplie 1 sur pi DH. Donc on simplifie le pi, on simplifie le H, Je suis perdu là. Ouais, Et il reste- Je me suis arrêté en 5ème, Rabotaille. Et j'étais un camp. Ça me rappelle des mauvais Il souvenirs. reste- Vraiment, je suis pas bon pour ça. il reste D sur 2, non D sur 4. Oui. J'étais un peu loin pour le 60, c'est pas 60, alors D sur 4. Une seconde, mais vous avez pris en compte l'épaisseur de la marmite? Non. Moi, je n'ai pas pris en compte les Ah, personnes. faut la prendre, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est une approximation. On prend simplement le contour, l'intérieur de la marmite. Donc si on fait le rapport, et ça on dit que c'est égal à 60, pour que ce soit égal à 60, il faut que D il soit égal à 240. Donc ça fait 240 mètres. C'est énorme. J'ai une petite question. Pourquoi tu as fait V sur S? Tu as divisé un volume par une surface. Tu ne peux pas faire volume divisé par volume? Parce que ça, ce que j'appelais S, en fait, c'est comme un volume. Il faudrait faire S fois l'épaisseur, non? Voilà, ouais, faut l'épaisseur, mais l'épaisseur, moi, on la néglige, on dit que c'est 1. Ok. Hein? Oui, non, mais en fait, c'est là où tout va se jouer. Parce que si l'épaisseur, elle est 1, oui, c'est 1 quoi? Si c'est 1 millimètre, c'est-à-dire que si elle est vraiment fine, des fois, je pense que ça peut faire 2 mm une casserole en inox. Ouais, bon, effectivement, bon, ça fait c'est pas 60, c'est encore plus. Ouais. On divise par. Oui, non, parce que ça va être 240, mais on va calculer vis-à-vis des On millimètres. devrait faire le calcul. On divise par 613 mitzvot. Bien. 240. Non, mais effectivement, si on néglige l'épaisseur, ça fait ce genre de rapport. Ouais. Pour arriver à 60 fois plus, il faut un diamètre de 240 mètres. Ou de 240 fois, non? Non, 240 mètres. C'est un travail, ça. De 240. Oui, mais pourquoi vous comptez en mètres? Pourquoi vous comptez pas en fois le volume? L'épaisseur? Non, non, J'ai que les potes. À la base d'articulation. Quelle serait l'unité alors de ce 240? C'est ça la question. C'est des mètres. Ça peut pas être autre chose que des mètres. C'est l'unité, c'est le mètre. Donc ça serait vraiment énorme. Ça fait une C'est l'unité, ça serait l'unité vis-à-vis de qu'est-ce que tu considères comment tu considères la casserole? Quasiment. Il faudra Bon, une allez, vas-y, casserole je suis un peu perdu mètres. avec les termes Une casserole mathématiques. de 240 mètres. Pour une casserole le diamètre. de 1 Je mètre crois pas qu'on va manquer le calcul. de 1 mètre d'épaisseur. Ah, de 1 mètre, ouais. Donc ça veut dire 240 fois. Donc, Si c'est 1 millimètre alors. Donc là, c'est quoi 200. 240 fois? Ok, disons, effectivement. Hein? Attends. Il n'y a pas de casserole de 1 mm d'épaisseur. Si c'est 3 mm. Ça, il faut compter l'épaisseur. Si on Je compte pense pas qu'il y a l'épaisseur. des casseroles inox. Sinon, ça veut dire que Qui tu font considères 2 que c'est millimètres. l'épaisseur d'1 mètre.
C'est Sur la ça. page d'unité. Ouais, c'est ça. Il y a Donc, il y a des casseroles donc- en inox qui font 2 mm. donc si c'est 1 cm, alors un demi-centimètre, Donc faut que tu dises par Mais deux. c'est rare une Divisé par casserole d'un 200. demi-centimètre. ouais, faut diviser par 200. Une casserole, ça fait pas un demi-centimètre. divisé par 200. Mais ça change C'est tout. 1m20. Ça fait 1,2. On en a au Seven. Hein. 1,20 c'est quand même déjà pas mal. Hein. Ouais. Ouais, j'ai une bonne casserole. Une grosse casserole. Il faudrait une d'un mètre 20 qui fait pas plus qu'un demi-centimètre parce que en général, si la casserole elle est très grande, on veut qu'elle soit solide. On veut qu'elle soit. Ouais, donc c'est quasiment impossible. Ouais. Bon voilà. Ouais, le calcul. Bon, j'ai pas été au bout. Moi, j'aurais jamais réussi à arriver à ça. Effectivement, il fallait couper l'épaisseur en plus. Sèche-moi, il dit qu'à la cavotte. Ah oui, hein. Ouais. Hein? Parce que si on, Ok. Comment on trempe dans l'eau Ouais. et on va voir ce qui monte, c'est ce qu'on fait normalement pour avoir les 60 points. Ouais. Hein? Ouais. Parce que ça dépend aussi quelle méthode est utilisée, si Non, non, en poids ou en plus. en- Nahan, alors c'est quoi la question Tout son calcul, ça sert à rien du tout. Non, mais bien sûr que ça sert. Ça sert à pouvoir évaluer est-ce que c'est Chayar. Mais non, alors Évidemment. c'est une plaque métal qui fait peut-être 240 mètres. Qu'est-ce qu'il m'a dit, 240 mètres? Non, mais non, il arrivait à 1m20. Il arrivait à 1m20, 1m20, ouais. Attends, je me suis... C'est déjà beaucoup. Ouais. Ouais, c'est déjà énorme, Ça fait une sauteuse. Tu as Ouais. le grand truc, là. C'est une casserole de yeshiva, quoi. Hein? Ouais, mais c'est ça, ouais. 1m20. Ouais, la casserole de Brunois, je crois qu'elle faisait ça. C'est 1m20, ça? Non. C'est 80, ça. Ça, c'est 80. Un mètre 20, voilà, c'est Ouais. de diamètre. Hein, donc c'est- Ouais, de diamètre. Ouais. Non, mais les casseroles de Brunois, on était à deux, on se mettait l'un à côté de l'autre. Hein. Mais après, je pense pas elle faisait pas forcément un demi-centimètre, un demi-centimètre, ouais. Ok. Les amis, j'ai envie qu'on s'arrête. On va laisser la partie du couvercle pour la semaine prochaine. Venez juste, on finit dans le. אבל הגדרה אסורה לבשל בה לא בשר ולא חלב. Même si la casserole elle était. On a dit qu'on finit toute ça du kimmel. Oui, mais ça fait 1 heure de chiure, je veux vraiment pas traîner. On fait jamais rien. Hein? Quoi? On a fait un sujet. Bah, c'est bon, on saute la gare. C'est bien. Ah, comme ça, j'ai moins à préparer la semaine prochaine, ça m'arrange. Toi, C'est bon, on saute la gare. mais non, la gare, c'est le kissouille. C'est la suite. Oh. Ok. Donc cette casserole là, quoi qu'il arrive, même si même si la casserole de viande, on l'a utilisée avec du lait quand elle n'était pas du jour. Ouais. On finit 2 secondes, Rabotaï, on finit 2 secondes. Non, Des attends, fois, t'as une palette. Donc si la casserole qu'on a utilisée, on l'a utilisée, la casserole viande, on l'a utilisée quand elle n'était pas du jour avec du lait. La casserole, t'auras pas le droit de l'utiliser ni avec du lait ni avec de la viande. Parce qu'en fait, elle a absorbé des deux, un peu de goût des deux, de chaque. Donc du coup, elle a absorbé, c'est une casserole qui est absorbée du lait et de la viande, donc elle est interdite d'utiliser avec quoi que ce soit. Le Chaim V'Livroche, pour une fois qu'on va finir à l'heure, même si on n'aura pas fini tout ce qu'on a prévu, au moins on a fait un beau calcul. Chazak Rabotai, on va faire la petite...